Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture du roman Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. C'est un roman qui est paru en 1863. Je vais poursuivre cette lecture. Nous en étions à plus ou moins la moitié du chapitre 4, Brigands pour les oiseaux. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Cependant, le chariot marchait toujours. Et, en se rapprochant de la sapinière, Sigognac crut démêler sur le bord de l'escarpement une rangée d'êtres bizarres plantés comme en embuscade, et dont les premiers rayons du soleil, le vent, ébauchaient vaguement les formes. Mais à leur parfaite immobilité, il les prit pour de vieilles souches et se prit à rire en lui-même de son inquiétude. Et il n'éveilla pas les comédiens comme il en avait d'abord l'idée. Le chariot fit encore quelques tours de roue. Le point brillant sur lequel Sigognac tenait toujours les yeux fixés se déplaça. Un long jet de feu sillonna un flot de fumée blanchâtre. Une forte détonation se fit entendre et une balle s'aplatit sous le joug des bœufs, qui se jetèrent brusquement de côté, entraînant le chariot qu'un tas de sable retint heureusement au bord du fossé. À la détonation et à la secousse, toute la troupe s'éveilla en sursaut. Les jeunes femmes se mirent à pousser des cris aigus. La vieille, seule, faite aux aventures, garda le silence et prudemment glissa 2 ou 3 doublons serrés dans sa ceinture, entre son bas et la semelle de son soulier. Debout, à la tête du char d'où les comédiens s'efforçaient de sortir, Agostin, sa cape de valance roulée sur son bras, sa navaja au poing, criait d'une voix tonnante « La bourse ou la vie, toute résistance est inutile. Au moindre signe de rébellion, ma troupe va vous arquebuser. » Pendant que le bandit posait son ultimatum de grand chemin, le baron, dont le généreux cœur ne pouvait admettre l'insolence d'un pareil maroufle, avait tranquillement dégainé et fondait sur lui l'épée haute. Agostin parait les bottes du baron avec son manteau et épiait l'occasion de lui lancer sa navaja. Appuyant le manche du couteau à la saignée et balançant le bras d'un mouvement sec, il envoya la lame au ventre de Sigognac, à qui bien en prit de n'être pas obèse. Une légère retraite de côté lui fit éviter la pointe meurtrière. La lame alla tomber à quelques pas plus loin. Agostin pâlit, car il était désarmé et il savait que sa troupe d'épouvantail ne pouvait lui être d'aucun secours. Cependant, comptant sur un effet de terreur, il cria « Feu, vous autres !» Les comédiens, craignant l'arquebusade, firent un mouvement de retraite et se réfugièrent derrière le chariot, où les femmes piaillaient comme des jets, plumés vifs. Sigognac lui-même, malgré son courage, ne put s'empêcher de baisser un peu la tête. Chiquita, qui avait suivi toute la scène, cachée par un buisson dont elle écartait les branches, voyant la périlleuse situation de son ami, rampa comme une couleuvre sur la poudre du chemin, ramassa le couteau sans qu'on prît garde à elle, et se redressant d'un bond, remit la navaja au bandit. Rien n'était plus fier et plus sauvage que l'expression qui rayonnait sur la tête pâle de l'enfant. Des éclairs jaillissaient de ses yeux sombres. Ses narines palpitaient comme des ailes d'épervier. Ses lèvres entr'ouvertes laissaient voir 2 rangées de dents féroces, comme celles qui luisaient dans le rictus d'un animal acculé. Toute sa petite personne respirait indomptablement la haine et la révolte. Agostin balança une seconde fois le couteau. Et peut-être le baron de Sigognac eût-il été arrêté au début de ses aventures, si une main de fer n'avait saisi fort opportunément le poignet du bandit. Cette main, serrant comme un étau dont on tourne la vis, écrasait les muscles, froissait les os, faisait gonfler les veines et venir le sang dans les ongles. Agostin essaya de se débarrasser par des secousses désespérées. Il n'osa se retourner, car le baron lui lardait dans le dos.
et il parait encore les coups de son bras gauche. Et pourtant, il sentait que sa main prise s'arracherait de son bras avec ses nerfs s'il persistait à la délivrer. La douleur devint si violente que ses doigts engourdis s'entr'ouvrirent et lâchèrent l'arme. C'était le tyran qui, passant derrière Agostin, avait rendu ce bon office à Sigognac. Tout à coup, il poussa un cri. « Mordius ! Est-ce qu'une vipère me pique ? J'ai senti 2 crocs pointus m'entrer dans la jambe. » En effet, Chiquita lui mordait le mollet, comme un chien pour le faire retourner. Le tyran, sans lâcher prise, secoua la petite fille et l'envoya rouler à 10 pas sur le chemin. Le matamor, reployant ses longs membres articulés comme ceux d'une sauterelle, se baissa, ramassa le couteau, le ferma et le mit dans sa poche. Pendant cette scène, le soleil émergeait petit à petit de l'horizon. Une portion de son disque d'or rose se montrait au-dessus de la ligne des landes. Et les mannequins, sous ce rayon véridique, perdaient de plus en plus leur apparence humaine. Ah ça, il paraît, dit le pédant, que les arquebuses de ces messieurs ont fait long feu à cause de l'humidité de la nuit. En tout cas, ils ne sont guère braves, car ils laissent leur chef dans l'embarras et ne bougent non plus que des termes mythologiques. Ils ont de bonnes raisons pour cela, répliqua le matamor, en escaladant le talus. Ce sont des hommes de paille habillés en guenilles, armés de ferrailles, excellents pour éloigner les oiseaux des cerises et des raisins. Et en 6 coups de pied, il fit rouler au milieu de la route les 6 grotesques fantoches qui s'épatèrent sur la poudre avec ces gestes irrésistiblement comiques de marionnettes, dont on a abandonné les fils. Ainsi disloqués et aplatis, les mannequins parodiaient d'une façon aussi bouffonne que sinistre les cadavres étalés sur les champs de bataille. « Vous pouvez descendre, mesdames, dit le baron aux comédiennes. Il n'y a plus rien à craindre, ce n'était qu'un péril en peinture. » Désolé du mauvais succès d'une ruse qui habituellement lui réussissait, tant est grande la couardise des gens, et tant la peur grossit les objets, Agostin penchait la tête d'un air piteux. Près de lui se tenait Chiquita, effarée. Hagarde et furieuse, comme un oiseau de nuit, surpris par le jour. Le bandit craignait que les comédiens, qui étaient en nombre, ne lui fissent un mauvais parti, ou ne le livrassent à la justice, mais la farce des mannequins les avait mis en belle humeur. Et il s'esclaffait de rire, comme un sang de mouche. Le rire n'est point cruel de sa nature, il distingue l'homme de la bête, et il est, suivant Homérus, l'apanage des dieux immortels et bienheureux qui rient olympiennement, tout leur saoule pendant les loisirs de l'éternité. Aussi, le tyran qui était bonasse de sa nature, desserra-t-il les doigts. Et tout en maintenant le bandit, lui dit-il de sa grosse voix tragique, dont il gardait parfois les intonations dans le langage familier, « Drôle, tu as fait peur à ces dames, et pour ça tu mériterais d'être pendu haut et court. Mais si je le crois, elles te font grâce, car ce sont de bonnes âmes, je ne te conduirai pas au prévôt. Le métier d'argousin ne me ragoûte pas. Je ne tiens pas à pourvoir la potence du gibier. D'ailleurs, ton stratagème est assez picaresque et comique. C'est un bon tour pour estorquer des pistoles aux bourgeois poltrons. Comme acteur expert aux ruses et subterfuges, je l'apprécie. Et ton imaginative m'induit à l'indulgence. Tu n'es point platement et bestialement voleur, et ce serait dommage de t'interrompre en une si belle carrière. « Hélas, répondit Agostin, je n'ai pas le choix d'une autre, et suis plus à plaindre que vous ne pensez. Il ne reste plus que moi de ma troupe, aussi bien composée naguère que la vôtre. Le bourreau m'a pris mes premiers, second, troisième rôles. Faut que je joue tout seul ma pièce sur le théâtre du grand chemin, affectant des voix diverses, habillant des mannequins pour faire croire que je suis soutenue par une bande nombreuse. Ah, c'est un sort plein de mélancolie. Avec cela, il ne passe personne sur ma route. Elle est si mal famée, si coupée de frondières, si dure aux piétons, chevaux et carrosses.
Elle ne vient de nulle part et ne mène à rien. Mais je n'ai pas le moyen d'en acheter une meilleure. Chaque chemin un peu fréquenté a sa compagnie. Les fainéants qui travaillent s'imaginent que tout est rose dans la vie du voleur. Il y a beaucoup de chardons. Je voudrais bien être honnête. Mais comment me présenter aux portes des villes avec une mine si truculente et une toilette si sauvagement déguenillée? Les dogues me sauteraient aux jambes et les sergents au collet, si j'en avais un. Voilà mon coup manqué. Un coup bien machiné, monté bien soigneusement, qui devait me faire vivre 2 mois et me donner de quoi acheter une capeline à cette pauvre Chiquita. Je n'ai pas de bonheur, je suis née sous une étoile enragée. Hier, j'ai dîné en serrant ma ceinture d'un cran. Votre courage, intempestif, m'ôte le pain de la bouche. Et puisque je n'ai pu vous voler, au moins, faites-moi l'aumône. C'est juste, répondit le tyran. Nous t'empêchons d'exercer ton industrie et nous te devons un dédommagement. Tiens, voilà 2 pistoles pour boire à notre santé. Isabelle prit dans le chariot un gros morceau d'étoffe dont elle fit présent à Chiquita. « Oh, c'est le collier de grain blanc que je voudrais !» dit l'enfant avec un regard d'ardente convoitise. La comédienne le défit et le passa au cou de la petite voleuse éperdue et ravie. Chiquita roulait en silence les grains blancs sous ses doigts brunis, penchant la tête et tâchant d'apercevoir le collier sur sa petite poitrine maigre. Puis, elle releva brusquement sa tête, secoua ses cheveux en arrière, fixa ses yeux étincelants sur Isabelle et dit avec un accent profond et singulier « Vous êtes bonne. Je ne vous tuerai jamais. » D'un bond, elle franchit le fossé, courut jusqu'à un petit tertre où elle s'assit, contemplant son trésor. Pour Agostin, après avoir salué, il ramassa ses mannequins démantibulés, les reporta dans la sapinière et les inhuma de nouveau pour une meilleure occasion. Le chariot que le bouvier avait rejoint, car à la détonation de l'arquebuse, il s'était bravement enfui, laissant ses voyageurs se débrouiller comme ils l'entendraient, se remit pesamment en marche. La duègne, retira les doublons de ses souliers et les réintégra mystérieusement au fond de sa pochette. « Vous vous êtes conduit comme un héros de roman, » dit Isabelle à Sigognac. « Et sous votre sauvegarde, on voyage en sûreté. Comme vous avez bravement poussé ce bandit, que vous deviez croire soutenu par une bande bien armée. » Ce péril était bien peu de chose. À peine une algarade, répondit modestement le baron. Pour vous protéger, je fendrai des géants du crâne à la ceinture. Je mettrai en déroute tout un host de sarrasins. Je combattrai parmi les tourbillons de flammes et de fumée des orques, des andriagues et des dragons. Je traverserai des forêts magiques. Pleine d'enchantements, je descendrai aux enfers comme Ménéa et sans rameaux d'or. Au rayon de vos beaux yeux, tout me deviendrait facile, car votre présence ou votre pensée seulement m'infuse quelque chose de surhumain. Cette rhétorique était peut-être un peu exagérée. Et comme dirait Longin, asiatiquement hyperbolique, mais elle était sincère, Isabelle ne douta pas un instant que Sigognac n'accomplît en son honneur toutes ses fabuleuses prouesses, dignes d'Amadis de Gaulle, d'Esplandion et de Florimar d'Irachnie. Elle avait raison. Le sentiment le plus vrai dictait ses emphases au baron, d'heure en heure plus épris. L'amour ne trouve jamais pour s'exprimer de termes assez forts. Séraphine, qui avait entendu les phrases de Sigognac, ne put s'empêcher de sourire. Car toute jeune femme trouve volontiers ridicules les protestations d'amour qu'on adresse à une autre et qui, en changeant de route, lui sembleraient les plus naturelles du monde. Elle eut un instant l'idée d'essayer le pouvoir de ses charmes et de disputer Sigognac à son ami. Mais cette velléité dura peu. Sans être précisément intéressée, Séraphine se disait que la beauté était un diamant qui devait être enchâssé dans l'or. Elle possédait le diamant, mais l'or manquait. Et le baron était si désastreusement râpé qu'il ne pouvait fournir ni la monture, ni même l'écrin.
La grande coquette rengaina donc l'œillade préparée, se disant que de telles amourettes étaient bonnes seulement pour des ingénus, et non pour des premiers rôles, et elle reprit sa mine détachée et sereine. Le silence s'établit dans le chariot, et le sommeil commençait à jeter du sable sous les paupières des voyageurs, lorsque le bouvier dit « Voilà le château de Bruyères ». Chapitre 5, chez Monsieur le Marquis. Au rayon d'une belle matinée, le château de Bruyères se développait de la façon la plus avantageuse du monde. Les domaines du marquis, situés sur l'ourlet de la lande, se trouvaient en pleine terre végétale, et le sable infertile poussait ses dernières vagues blanches contre les murailles du parc. Un air de prospérité, formant un parfait contraste avec la misère des alentours, réjouissait agréablement la vue dès qu'on y mettait le pied. C'était comme une île Macarée, au milieu d'un océan de désolation. Un seau de loup, revêtu d'un beau parement de pierre, déterminait l'enceinte du château sans le masquer. Dans un fossé, miroitait en carreau vert une eau brillante et vive dont aucune herbe aquatique n'altérait la pureté et qui témoignait d'un soigneux entretien. Pour la traverser, se présentait un pont de briques et de pierres assez large pour que 2 carrosses y puissent rouler de front, et garni de garde-fous à balustres. Ce pont aboutissait à une magnifique grille en fer battu, vrai monument de serrurerie que l'on aurait cru façonné du propre marteau de Vulcain. Les portes s'accrochaient à 2 piliers de métal quadrangulaires, travaillés et fouillés à jour, simulant un ordre d'architecture et portant une architrave au-dessus de laquelle s'épanouissait un buisson de rinceaux contournés, d'où partaient des feuillages et des fleurs, se recourbant avec des symétries antithétiques. Au centre de ce fouillis ornemental rayonnait le blason du marquis, qui portait d'or à la face bretessée et contre-bretessée de gueules, avec 2 hommes sauvages pour support. De chaque côté de la grille, se hérissaient sur des volutes en accolade pareilles à ces traits de plumes que les calligraphes tracent sur le vélin. Des artichauts de fer en feuilles aiguës, destinés à empêcher les maraudeurs agiles de sauter du pont sur le terre-plein intérieur par les angles de la grille. Quelques fleurs et quelques ornements dorés, se mêlant d'une manière discrète à la sévérité du métal, ôtaient à cette serrurerie son aspect défensif pour ne lui laisser qu'une apparence de richesse élégante. C'était une entrée presque royale. Et quand un valet, à la livrée du marquis, en eut ouvert les portes, les bœufs qui traînaient le chariot hésitèrent à la franchir, comme éblouis par ses magnificences et honteux de leur rusticité. Il fallut une piqûre d'aiguillon pour les décider. Ces braves bêtes, trop modestes, ne savaient pas que labourage et nourricier de noblesse. En effet, par une grille semblable, il n'eût dû entrer que des carrosses à train doré, à caisse drapée de velours, à portière avec glace de Venise ou mantelet en cuir de Cordoue. Mais la comédie a ses privilèges et le char de Thespie pénètre partout. Une allée sablée de la largeur du pont conduisait au château, traversant à un jardin ou parterre planté selon la dernière mode, des bordures de buis rigoureusement taillées, y dessinaient des cadres où se déployaient, comme sur une pièce de damas, des ramages de verdure, d'une symétrie parfaite. Les ciseaux du jardinier ne permettaient pas à une feuille de dépasser l'autre, et la nature, malgré ses rébellions, était obligée de s'y faire l'humble servante de l'art. Au milieu de chaque compartiment se dressait dans une attitude mythologique et galante une statue de déesse ou de nymphe en style flamand italianisé. Des sables de diverses couleurs servaient de fond à ces dessins végétaux qu'on n'eût pas plus régulièrement tracés sur le papier. À la moitié du jardin, une allée de la même largeur se croisait avec la première, non pas à angle droit,
mais en aboutissant à une sorte de rond-point dont le centre était occupé par une pièce d'eau. Ornée d'une rocaille, servant de piédestal, à un triton enfant qui soufflait une fusée de cristal liquide avec sa conque. Sur les côtés du parterre régnaient des charmilles, palissadés, tondus à vif et que l'automne commençait à dorer. Une industrie savante avait fait de ces arbres qu'il lui était difficile de reconnaître pour tels. Un portique, à arcades, qui laissait par leurs baies apercevoir des perspectives et des fuites ménagées, à souhait, pour le plaisir des yeux sur les campagnes environnantes. Le long de l'allée principale, des ifs, taillés en pyramide, en boule, en pot-à-feu, alternaient de distance en distance, découpaient leur feuillage sombre toujours vert et se tenaient rangés comme une haie de serviteurs sur le passage des hôtes. Toutes ces magnificences émerveillaient au plus haut degré les pauvres comédiens, qui, rarement, avaient été admis en de pareils séjours. Séraphine, guignant ses splendeurs du coin de l'œil, se promettait bien de couper l'herbe sous le pied à la soubrette, et de ne pas permettre à l'amour du marquis de déroger. Cet alcandre lui semblait revenir de droit à la grande coquette. Depuis quand voit-on la suivante après avoir la préséance sur la dame ? La soubrette, sûre de ses charmes, niée des femmes mais reconnue des hommes sans conteste, se regardait déjà presque comme chez elle, non sans raison. Elle se disait que le marquis l'avait particulièrement distinguée et que d'une œillade assassine adressée en plein cœur lui venait subitement ce goût de comédie. Isabelle, qu'aucune visée ambitieuse ne préoccupait, tournait la tête vers Sigognac, assis derrière elle dans le chariot, où une sorte de pudeur l'avait fait se réfugier. Et de son vague et charmant sourire, elle cherchait à dissiper l'involontaire mélancolie du baron. Elle sentait que le contraste du riche château de Bruyères et du misérable castel de Sigognac devait produire une impression douloureuse sur l'âme du pauvre gentilhomme, réduit par la mauvaise fortune à suivre les aventures d'une cherté de comédien errant. Et avec son doux instinct de femme, elle jouait tendrement autour de ce brave cœur blessé, digne en tout point d'une meilleure chance. Le tyran remuait dans sa tête, comme des billes dans un sac, le chiffre des pistoles qu'il demanderait pour gage de sa troupe, ajoutant un 0 à chaque tour de roue. Blasius le pédant, passant sa langue de silène sur les lèvres altérées d'une soif inextinguible, songeait libidineusement aux muits, carteaux et poinçons de vin des meilleurs crus que devaient contenir les celliers du château. Le Léandre, raccommodant d'un petit peigne d'écaille l'économie d'un peu compromise de sa perruque, se demandait avec un battement de cœur si ce féerique manoir renfermait une châtelaine. Question d'importance. Mais la mine hautaine et bravache, quoique joviale du marquis, modérait un peu les audaces qui se permettaient déjà en imagination. Rebâti à neuf, sous le règne précédent, le château de Bruyères se déployait en perspective au bout du jardin dont il occupait presque toute la largeur. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne nuit et à très bientôt.